bonsoir, bienvenue dans votre journal télévisé à la une ce mercredi. Plus de cartes grises sans permis de conduire. De nouvelles règles sont en vigueur à la direction des transports terrestres. Elles s'inscrivent dans la lutte contre la délinquance routière. Que dire du fonctionnement des prisons en Polynésie? Les acteurs du monde carcéral ont dressé ce matin leur bilan 2024. Entre conditions de détention et moyens déployés pour éviter la récidive, les établissements pénitentiaires évoluent. Commentaire en plateau de la procureure de la République en Polynésie française, Solène Belawar, avec qui nous ferons le point sur les dossiers en cours. De Taravao, Mahina, Aroué, Papara et Papeete, des dizaines de collégiens et lycéens ont disputé aujourd'hui les finales de surf scolaire par équipe. Ils se sont également essayés au rôle de juges. On voit cela à la fin de cette édition. Du nouveau, dans la lutte contre la conduite sans permis. Pour obtenir une carte grise d'un véhicule, la présentation du titre de conduite et du certificat d'assurance est désormais obligatoire. Une mesure qui découle du séminaire sur la sécurité routière en novembre dernier. Thomas Chabrol et Naya Bennett nous précisent l'objectif de ce changement. Reportage. En 2023, le nombre de conduites sans permis a flambé de 34%, avec 2112 infractions relevées par les autorités cette année-là. Face aux dangers que représentent ces usagers de la route, le pays et l'État ont trouvé un nouveau moyen d'endiguer ces infractions. Désormais, pour obtenir une carte grise auprès de la direction des transports terrestres, il faut obligatoirement présenter un titre de conduite adapté au véhicule acheté et il faut aussi présenter un certificat d'assurance. On a pu constater, notamment avec les remontées du Haut Commissariat et des forces de l'ordre, une augmentation sensible de ces dernières années du nombre de conduites sans permis en Polynésie. C'est intolérable et il s'agissait de pouvoir accompagner les forces de l'ordre dans ce travail-là. Ces pièces complémentaires sont donc exigées pour l'acquisition d'un véhicule neuf, mais aussi pour le transfert d'un véhicule d'occasion de particulier à particulier. Cette mesure s'applique pour les détenteurs du permis de conduire catégorie B ou de la capacité de conduite dans les îles et pour les titulaires du BSR depuis 2000. Avec ces nouvelles informations enregistrées dans les dossiers de demande de carte grise, la direction des transports terrestres s'assure que les propriétaires des véhicules sont en règle, sachant que chaque année, ce service enregistre 15 000 immatriculations neuves et 23 000 transferts de carte grise. Force est de constater aujourd'hui qu'il y a des gens qui continuent à conduire sans permis et c'est un enjeu que tout le monde doit prendre en compte. Au bureau de la prévention routière, cette nouvelle procédure est vue d'un bon œil. Elle permet de remettre les choses dans l'ordre. D'abord, on passe le permis, on s'assure et ensuite on prend le volant. Mais d'autres moyens pour lutter contre les conduites sans permis sont nécessaires, selon le directeur de la prévention routière. À mon avis, c'est la priorité. Il faut absolument qu'on ait cette fourrière qui permette d'immobiliser le véhicule, de le saisir pour obtenir par la suite une décision de justice, une confiscation. Et face à l'insécurité routière, les contrôles des forces de l'ordre se poursuivent. Certaines décisions de justice mènent à la prison. Et justement, que dire du fonctionnement des établissements pénitentiaires en 2024? Les acteurs liés au monde carcéral ont dressé le bilan ce matin. On s'intéresse à Nutanya. La prison vieille de 50 ans est toujours surpeuplée, mais il y a du mieux. Autre question, comment éviter la récidive et un retour en cellule? Sophie Gebel, Tauhiti Taonuamusan. 600 personnes sont détenues dans les deux principaux centres de détention du Fénois. Si celui de Tatoutou, inauguré en 2017, est moderne, celui de Nu'utanya est vétuste. Inauguré en 1974, il dénombre aujourd'hui 220 personnes incarcérées pour une capacité de 170 places. Le nombre de surveillants est également en baisse en 2024. Interrogé, le directeur de l'établissement nous apprend aussi que le budget annuel a été réduit de 6%, une contrainte supplémentaire. Quand on a un budget en baisse, forcément qu'à un moment, on ne peut pas faire une clim qui est en panne, on ne peut pas forcément la réparer. Des travaux que vous avez prévus pour la rénovation de telle ou telle cellule, vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Un partenariat avec un partenaire associatif spécifique, vous ne pouvez pas le faire. Donc après, on a des choix et on doit faire des choix sur des dépenses prioritaires ou pas. Mais tout ne va pas si mal à Nu'utanya. Selon le directeur de la prison, le nombre d'agents administratifs est en hausse. La prise en charge médicale s'améliore avec 400 sorties par an vers le CHPF et le projet de création d'un nouveau bâtiment uniquement dédié aux soins.
La mise en place d'un réseau d'eau chaude est également en projet. Côté enseignement, les détenus inscrits ont obtenu 100% de réussite au bac l'an dernier. Des détenus suivis également par le SPIP. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation compte aujourd'hui 65 agents dédiés à la lutte contre le taux de récidive. Principal cheval de bataille, les violences intrafamiliales. Les violences sur les personnes représentent 51% de l'ensemble des personnes que l'on prend en charge. C'est quelque chose sur lequel on doit faire un effort pour modifier les comportements, pour faire travailler les personnes à une prise de conscience du rapport qu'ils ont avec les autres, pour faire évoluer les comportements et permettre à la famille, peut-être aussi au quartier, de vivre de manière plus sereine. La Polynésie compte également 2 autres prisons dans les îles. Celle de Uturua à Reiatea devrait bientôt être en réfection comme le prévoit le plan d'aménagement du territoire. Et celle de Taiohae à Nukuhiva est désormais dotée d'une nouvelle cuisine et d'une salle polyculturelle. On poursuit en plateau avec la procureure de la République en Polynésie française, Solène Belawar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur les conditions de détention, TNTV l'a révélé aujourd'hui. Un policier de la DTPN a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir volé un tripot clandestin où sa compagne avait ses habitudes. Une procédure est en cours, vous l'avez confirmé à un de nos journalistes. Un nouveau dossier qui interroge sur la probité des agents de la police. Comment est-ce que la justice s'assure de l'intégrité de ces agents ? Oui, je comprends les interrogations qui peuvent être soulevées suite à cette mise en examen et alors qu'il y a eu d'autres faits qui ont donné lieu à d'autres mises en examen il y a seulement quelques semaines. Moi, je voudrais souligner dans les 2 situations la réactivité des autorités. Il n'y a pas de profession, il n'y a pas de territoire qui soit à l'abri de la corruption ou de comportements déviants. Mais dans les 2 situations, dès que les faits ont été connus, les personnes ont été interpellées. Il y a eu des ouvertures d'informations judiciaires, des mises en examen et des réactions très rapides, comme vous le savez aussi, dues au commissaire et du directeur territorial de la police nationale. Donc c'est une vigilance qu'il faut maintenir, qui s'exprime aussi par cette réactivité, qui est présente dès la formation des agents et qui doit être rappelée régulièrement tout au cours de leur carrière. On parle ici des agents de police, mais il y a également des dérives constatées dans les prisons. On parle d'introduction de drogue, de téléphone, de consommation d'ice dans une cellule avec un détenu. Il y a de quoi alimenter la défiance de la population. Alors, je suis très attentive à ces sujets-là et il y a eu d'ailleurs des surveillants pénitentiaires qui ont été déjà condamnés pour des faits de corruption. Je le rappelle à l'occasion de leur prestation de serment quand ils prennent leurs fonctions. Et puis, votre reportage évoquait le conseil d'évaluation des établissements pénitentiaires. Il y a aussi tout au long de leur carrière des formations continues pour les mettre en garde contre le risque de corruption. Ce risque de corruption, il est particulier dans notre territoire en raison aussi de l'exiguïté des liens entre les personnes qui sont très forts. Et c'est pour ça que l'exigence déontologique, elle doit être encore supérieure aux exigences déontologiques habituelles. Justement, parlons d'administration pénitentiaire. Le bilan du conseil d'évaluation dressé aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, vous venez d'en parler. Tatoutou à Papeari a permis de réduire la population carcérale de Nutanya. Quels effets négatifs observe-t-on sur la santé mentale et sur le comportement des détenus dans de mauvaises conditions en prison, de détention ? Alors, la détention, la prison, c'est la privation de liberté. Ça ne peut pas être le lieu de maltraitance ou de mauvais traitement. Parce que la prison, c'est une peine, mais l'objectif de la peine, c'est aussi la réinsertion. Et à l'évidence, les conditions de détention sont directement liées à cet objectif de réinsertion. Je ne peux pas vous, en tant que procureur de la République, vous répondre précisément sur l'impact psychologique, mais il est évident que si on veut réinsérer quelqu'un, on se doit de lui permettre de purger sa peine dans des conditions décentes. Madame la procureure, parlons cannabis maintenant. De nouveaux textes viennent préciser la loi du pays sur l'usage, l'importation et la culture du cannabis thérapeutique. Il y a des interrogations tout de même autour du contrôle. Comment éviter les dérives ?
Alors, ce qui est interdit, c'est l'usage illicite de stupéfiants. C'est puni par la loi. Et les différents trafics. Donc, il y aura évidemment un défi important à partir du moment où on ouvre la porte vers tel ou tel usage licite de stupéfiants dans un cadre réglementaire et légal bien défini. Se pose la question du contrôle. Ça concerne les forces de sécurité intérieure, ça concerne la douane, ça concerne aussi les autorités du pays en ce que la loi doit être particulièrement claire et précise. Je mets en garde d'une certaine manière d'ores et déjà tout le monde sur le fait qu'il faudra s'inscrire toujours dans le respect de la loi, et notamment l'acquisition de produits sur Internet ou dans des points de vente non légaux peuvent conduire à se trouver en infraction. Nous l'avons appris aujourd'hui, énième rebondissement dans l'affaire Radio Tefana. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a ordonné la levée de la saisie pénale de plus de 11 millions de francs prélevés sur le compte bancaire d'Oscar Temaru. Avant d'en parler, voyons l'interview de Maître Jourdain, avocat du leader indépendantiste. La Chambre de l'instruction a ordonné la mainlevée de cette saisie et la restitution des fonds à M. Temaru, estimant effectivement que cette saisie n'avait pas lieu d'être, compte tenu aujourd'hui du fait qu'il n'y a aucune infraction pénale à lui reprocher dans le cadre de l'affaire dite Radio Tefana, puisqu'il a été définitivement relaxé, et donc la saisie pénale a été, on a ordonné sa mainlevée. Madame la procureure, pouvez-vous, mais rapidement, nous éclairer sur cette décision de justice qui vient de tomber ? Alors, j'ai entendu Maître Jourdain à l'instant. En revanche, je ne peux pas, en ma qualité de procureur de la République, lui répondre ou commenter cette décision qui est intervenue à Paris et qui plus est porte sur une affaire qui était menée à Papeete bien avant mon arrivée. Madame la procureure, TNTV et la presse nationale sont revenus à plusieurs reprises sur des tensions entre les magistrats, notamment du siège et du parquet. Il y a eu plusieurs missions d'inspection. Ces tensions, aujourd'hui, sont-elles apaisées ? Alors, il y a eu de nombreux commentaires sur cette situation ces derniers mois. Et je ne souhaite pas y contribuer davantage ou y donner davantage d'écho. Moi, ce que je souhaite, je l'ai dit lors de l'audience solennelle de rentrée, c'est que maintenant nous écrivions tous ensemble, la communauté judiciaire, une nouvelle page dans l'histoire de ce tribunal et de ce parquet. Je pense que nous allons vers du renouveau. Il y a eu depuis quelques mois un nouveau procureur général, depuis quelques jours une nouvelle première présidente, des arrivées. Aujourd'hui, cela crée une forme de renouveau et il faut garder à l'esprit ce pourquoi nous travaillons, à savoir l'intérêt du justiciable et le fait de rendre une justice de qualité dans ce territoire. Merci Madame la procureure d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Les inégalités de traitement entre fonctionnaires d'État en Polynésie et dans l'Hexagone à nouveau évoquées à l'Assemblée nationale. Lundi soir, lors des questions au gouvernement, la députée Nicole Sanquer a interrogé le ministre des Outre-mer à ce propos. Que faut-il retenir de ces échanges? Éléments de réponse avec Merete Ato et Mataïore. Plusieurs injustices et discriminations pour les ultramarins engagés pour la France et par la France persistent. CIMM, mobilité, différence de traitement et absence d'aide à l'installation. Les dossiers reviennent et les questions aussi pour la députée Nicole Sanquer qui se dit insatisfaite des éléments apportés lors de la séance de questions au gouvernement. J'ai voulu voir si le ministre était au courant de ces inégalités de traitement et il est clair qu'au niveau de sa réponse, il y a un travail à mener, à faire. La députée qui pointe du doigt une erreur d'interprétation du ministre des Outre-mer malgré ses déclarations. Les fonctionnaires de l'État originaires de ces territoires ultramarins bénéficient aussi d'une prime spécifique d'installation quand ils arrivent dans l'Hexagone. Je veux enfin développer les opportunités des jeunes ultramarins et leur offrir les conditions de leur épanouissement sur le territoire qui leur est cher. Seulement voilà, pour Nicole Sanquer, le dispositif d'aide cité n'est valable que pour les départements d'outre-mer et n'inclut pas les collectivités du Pacifique. Difficile donc, sur les dossiers évoqués, d'être convaincu quand l'équité, pourtant au cœur du débat, ne semble pas respectée, notamment sur la thématique de la mobilité.
Est-il demandé à un Breton ou à un Niçois de prouver ses origines pour obtenir une affectation prioritaire dans son territoire de rattachement? Non. Monsieur le ministre, dans quel délai entendez-vous mettre en place des mesures concrètes pour assurer à ces agents ultramarins qu'ils sont pleinement reconnus comme français à part entière et non français à part? Notre ambition doit être de permettre aux territoires d'outre-mer de bénéficier des compétences des personnes qui y sont attachées et veulent y revenir. Je veux enfin vous confirmer l'entrée en vigueur du passeport retour d'ici la fin du premier trimestre. Un passeport retour sous certaines conditions et des questions qui restent sans réponse. Des éclaircissements seront demandés lors d'un nouvel échange prévu vendredi avec le ministre Manuel Valls. Politique toujours avec un nouveau remaniement du gouvernement Broderson prévu ce vendredi. Selon nos informations, Oreihumana Teururei serait le nouveau ministre du Logement. Pour rappel, entre septembre 2023 et février 2024, il avait fait un passage éclair à la direction de l'OPH avant de rejoindre la délégation à l'habitat et à la ville. Depuis 8 mois, il est le conseiller logement du président du pays. Et en bref, ce chiffre, l'indice de l'emploi salarié a connu une croissance de 2,4% sur les 12 derniers mois, ce qui confirme la bonne dynamique des 6 dernières années constatée par l'ISPF, avec un léger ralentissement quand même, puisque l'indice de l'emploi avait atteint 4% entre 2022 et 2023. Développer l'agrotransformation pour renforcer l'autonomie alimentaire, c'est le projet du ministre de l'Agriculture. 9 ateliers sont en cours de déploiement dans les communes rurales. Ils sont cofinancés avec l'État. Ces ateliers doivent permettre aux agriculteurs locaux de valoriser leur production, d'éviter le gaspillage et de rendre disponibles les produits du terroir à tout moment de l'année. Tamini Tea est au micro de Mérétéato, on l'écoute. Alors, développer la filière de l'agrotransformation, c'est une évidence, c'est même une nécessité. Tous ces fruits, toutes ces ressources primaires qui sont produites en abondance, plutôt que de les laisser tomber, les laisser pourrir, leur donner une autre vie, une autre voie de consommation. L'objectif de ces ateliers d'agrotransformation, en collaboration avec nos producteurs, c'est de pouvoir monter en force, en volume, en quantité, notre production primaire, mais également de pouvoir, via ces ateliers d'agrotransformation, en bénéficier tout au long de l'année. Il y avait du monde aujourd'hui du côté de Papara, près de 100 collégiens et lycéens de 6 établissements de Tahiti. Une jeunesse réunie pour s'affronter sur le plan d'eau de Taharu pour les finales par équipe de surf scolaire. Des finales disputées dans de très petites conditions. Désiré Teivao et Andieb étaient sur place. Kahili Simon et ses partenaires de la section surf du lycée de Papara font office de grands favoris dans ces finales scolaires. Même si la tâche s'annonce difficile, c'est un spot de Taharu où les bonnes vagues sont difficiles à trouver ce matin. Les vagues sont un peu petites, longues à venir, mais elles sont très belles et on essaye de s'amuser. On est assez spécialisé dans ça avec la section surf. Du coup, on va essayer de gagner quand même. Ces finales scolaires se tiennent sous l'œil expert de Nicolas Berthet, ancien cadre technique national à la Fédération française de surf. Si les conditions ne sont pas au rendez-vous, celui qui est aujourd'hui responsable de la section surf au lycée de Papara souligne le bon niveau des compétiteurs engagés. Il y a du bon niveau parce que les élèves de la section du lycée de Papara font des compétitions internationales. J'ai des anciens élèves de la section qui sont allés dans d'autres établissements qui sont présents aujourd'hui. Donc il y a un bon niveau général et le collège de Papara et de Maïna pourvoit vraiment en équipe bodyboard. Donc il y a une nouvelle génération de bodyboarders qui vient de ces deux collèges. Particularité aussi de ces finales, les compétiteurs sont aussi appelés à occuper la fonction de juge, un bon moyen d'améliorer son surf. Je voulais donner des notes et si c'était pas vraiment ça, il y avait la madame qui pouvait t'aider, comment il fallait donner les notes. Là, elle nous a donné un conseil, c'est que tu vois, plus tu es dedans la vague, dans le bol, et si tu fais une manœuvre dedans, ton point, il va être plus multiplié, on va dire, que dehors. Ils le font naturellement en fait. C'est des enfants qui ont l'habitude d'être en compétition, de venir et de voir. Et le but c'est que ce genre d'événement soit souvent fait sur le territoire. Côté résultats, en bodyboard, le collège de Papara et le lycée de Samuel Rapoto l'emportent. Et en surf, le collège de Mahina et le lycée de Papara sont les vainqueurs de ces finales scolaires par équipe. Ce soir sur TNTV, la passion auto dans 0 à 100 km/h et l'âme du tatouage un peu plus tard sur vos écrans, suivi de la série Damage et du film Coup de foudre à la Saint-Valentin. Très belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.